des anarchistes en fait. Vous avez le repas, une casine rendu par le duo Bertrand Rodet et Jacques Colombin. Bon, il fallait réserver. Les maisons, ai-je raison? Alors, disons, mon vieux copain, la vie est belle quand on connaît la liberté. N'attendons plus par son air l'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on emploie l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer l'espoir. Oui, en fait, c'est pour ça. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux alors qu'on peut suivre sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on vit heureux selon ses voeux. Je sais pas, ça fait 30 ou 40 ans que l'initiative a commencé. C'est un tout petit village rural dans la France profonde. Et de fil en aiguille, c'est devenu, ça s'est étendu au village lui-même. D'abord, ça fait venir beaucoup de gens, pas forcément des libertaires, mais des gens qui sont curieux, des gens qui habitent dans la région, qui viennent aussi. Et c'est un bon outil de propagande pour nos idées. Donc ce salon, ça doit faire au moins 10 ans, je crois 10 ans qu'il existe, hein, moi une bonne dizaine d'années. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Moi je découvre aussi en fait. Hein. Donc là c'est un événement local, mais qui a pris une dimension fédérale petit à petit, à force d'être. Donc il y a pas mal de camarades qui sont mobilisés pour faire tout ce salon à Merlieu. D'abord, c'est un lieu assez magnifique qui montre qu'en tant qu'anarchiste, on n'est pas forcément uniquement en zone urbaine aussi. Il y a des compagnons en zone rurale comme Merlieu. Il y a une tradition, et moi je crois qu'il faut qu'on la retrouve, de lier le côté un peu militant. Enfin, on lit des livres, on écoute des interventions, on échange, mais avec une fête, avec un repas, avec des enfants qui peuvent venir. Je pense que l'anarchisme s'adresse un peu à tout le monde. Bon, certes, il y a des gens qui sont plus militants que d'autres, mais c'est quelque chose qui touche à la vie des gens. Donc, on n'est pas une secte, on n'est pas à part, on n'est pas un parti. Et je pense que ce côté fête fait partie de D'ailleurs, les gens en ont besoin. Et c'est la première fois que j'assiste à ce salon du livre de Merlieu, et c'est absolument excellent. Un grand bravo aux amis Kropotkin de Merlieu. C'est gigantesque, je ne m'attendais pas à un truc aussi bien organisé. Enfin, si, je sais, c'est des anarchistes, forcément, ils sont bien organisés. Mais c'est quand même impressionnant. On trouve plein de camarades qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, ceux qui sont de Soissons ou de la région. Et en même temps, comme c'est ouvert au public, on a des gens qui ne connaissent pas particulièrement les livres libertaires et qui viennent. Et personnellement, comme je vends avec un copain des livres d'occasion qui sont sur tous les sujets, disons, un petit peu émancipateurs, donc on a beaucoup de gens qui achètent sans le savoir ou sans le vouloir. Il y a également des œuvres complètement libertaires. Pour cette 10e année, le salon du livre anarchiste à Merlieu est vraiment top, il y a beaucoup de monde. Et puis on a le plaisir de recevoir des camarades grecs qui viennent d'Exarchia, le quartier anarchiste d'Athènes, et avec lesquels on fait une tournée qui commence aujourd'hui et qui va se poursuivre pour 10 jours jusqu'au lundi 7 octobre. Et le 8, on les renvoie à Athènes avec, je pense, une tournée qui va être très très intéressante. Merlieu, c'est un truc intéressant pour plusieurs raisons à mon avis. D'abord parce que le Salon du Livre, c'est quand même un gros événement dans la région pour les militants anarchistes et de la Picardie, mais aussi Merlieu, c'est intéressant parce que c'est vraiment un groupe qui a expérimenté ce que c'était le travail local et l'implantation locale dans une zone rurale et qui l'a le mieux réussi. C'est-à-dire que le Salon du Livre, c'est à la fois un salon du livre libertaire où viennent des libertaires, à la fois un truc ou un événement populaire où viennent
de ce que moi j'en vois, après je connais, enfin je suis pas à Merlieu, mais il y a aussi tous les gens du coin. Au début, en fait, il y avait, moi je te raconte ce que j'en connais, mais au début il y avait à Merlieu un salon du livre, très officiel, organisé par la mairie. À l'époque, le groupe Kropotkin était très présent, ils avaient un café associatif qui s'appelait le Loup Noir, et était très très présent dans toutes les commissions de décision de la mairie en fait. Ils avaient réussi à imposer le fait que quand le maire voulait faire un décret, il fallait que les commissions disent oui, et dans toutes les commissions il y avait la population et le groupe Kropotkin qui était là, parce que c'est des habitants de Merlieu. Du coup, eux, quand il y a eu le premier salon, ils ont décidé de faire un salon off, et puis d'organiser, voire même de le co-organiser. Et puis ils ont fait ensuite le Loup Noir a été fermé à cause d'élus de la mairie et de la région, et là ils ont fait un salon off. Et puis là, ils reprennent l'organisation du salon du livre. La fédération anarchiste, elle fédère les anarchistes, ce que nous on appelle les anarchistes qui veulent s'organiser en tout cas de manière nationale, au moins minimum nationale, voire internationale à travers l'international des fédérations anarchistes. Et puis, écoute, on a des congrès toutes les années, on mandate des gens sur des fonctions précises pour faire tourner toutes nos œuvres, qui sont notamment le monde libertaire, mais il n'y a pas que ça, on a une maison d'édition, les éditions du monde libertaire, on sort des revues, plutôt des brochures, excuse-moi. On a aussi la radio libertaire, on a des librairies dans le pays, voilà, donc pas mal de choses ça fédère les anarchistes, une partie des anarchistes du pays. Donc il y a quelque chose qu'on dit souvent, la fédération anarchiste, et heureusement que la fédération anarchiste ne fédère pas tous les anarchistes, parce que la fédération anarchiste ne regroupe pas, bien entendu, tout le mouvement anarchiste. Et heureusement. Que nous, ça va surtout des printemps arabes, on est beaucoup actifs sur la Tunisie, notamment. Là, il y a notamment en face ici un débat, en ce moment même, sur justement le mouvement désobéissance qui a émergé en Tunisie depuis la révolution tunisienne. Après, il y a eu le Brésil, on a fait une tournée avec un camarade brésilien là récemment. Il y a eu des mouvements sociaux suite à des hausses de tarifs des transports. Nous, on essaye d'être présents de partout, de couvrir en tout cas, d'aider, de collaborer ou de coopérer avec tous les camarades qui luttent dans le monde entier, que ce soit y compris en Syrie d'ailleurs, en Égypte. Donc voilà, nous on est actifs sur tous les mouvements sociaux qui remettent en cause le système marchand comme avenir inéluctable de la société. Voilà. Donc c'est ça, et pour faire émerger une démarche autogestionnaire, une démarche alternative au système capitaliste, sans tomber dans le communisme d'État qu'on a connu en URSS et dans les pays de l'Est pendant 70 ans. Alors, dans les luttes classiques syndicales, on peut dire qu'il ne se passe rien. Dans les luttes classiques syndicales, on peut dire que c'est vraiment le calme plat. Tous les syndicats collaborent avec le pouvoir actuel, soi-disant de gauche. Donc là, on a carrément un calme plat. Par contre, en dehors de ces mouvements, ce que j'appelle classiques, mouvements sociaux classiques, traditionnels, on a toute l'émergence de une frange de la population plutôt jeune, voire même moins jeune d'ailleurs, qu'on a un peu retrouvé dans le mouvement des indignés, mais après qui s'est appelé Occupy World, Occupy Street, Occupy toutes les villes du monde, qui se passe dans le monde entier. On l'a aussi en France, et on a aussi beaucoup en France toutes les luttes contre les grands projets inutiles, ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Et ça anime quand même pas mal de gens, même si c'est minoritaire, certes, mais ça dépasse de loin, en tout cas, le monde salarié organisé dans les syndicats classiques, qui certes, eux, luttent pour des défenses, licenciements, on se défend contre les licenciements, on essaye de... Mais ça ne remet pas en cause fondamentalement le système, alors que ces mouvements-là sont plus radicaux dans leur manière d'aborder, en tout cas, des alternatives concrètes au système, quoi. En tout cas, avec une autogestion directe sur le terrain, notamment contre l'aéroport de la Notre-Dame-des-Landes, vers Nantes. Il y en a plein, il y a contre des pylônes haute tension à un endroit, en Vendée, je sais pas où, il y en a, le gaz de schiste, ça en fait partie. Nous, on regarde aussi toutes ces luttes un peu où les habitants se prennent en main et luttent pour d'autres projets que ceux imposés par le système capitaliste. Le monde libertaire, il a fêté il est né en 54, le titre Le Monde libertaire, avant il s'appelait Le Libertaire. Le Libertaire est né au fin du 19e siècle, donc c'est vieux. Et puis on a fêté en 2004, donc 54-2004, on a fêté les 50 ans en 2004 du monde libertaire, le titre Le Monde libertaire. Et donc il alimente aujourd'hui, il alimente la France bien entendu, et pas mal aussi de réseaux internationaux où on envoie gratuitement le monde libertaire à tous nos contacts internationaux dans le monde entier. Il y a un hebdomadaire, un hors-série tous les 2 mois, et puis un gratuit tous les 15 jours. Voilà, ça fait 3 titres, plus un site du monde libertaire où les gens peuvent s'abonner numériquement ou s'abonner au journal papier, quoi. Voilà.
On essaie de préparer les esprits. En fait, on est dans l'insurrection des consciences. On essaye de faire et après l'insurrection entre guillemets sociale réelle, celle-là aura de fait. Il faut un projet, quoi. Il faut que les gens aient un projet qui savent sur quoi s'appuyer. Comme pratique en tout cas, libertaire, comme pratique. On cherche des plumes, on fait des corrections, on sélectionne les articles parce qu'on a forcément on en reçoit plus que la pagination nous le permet. On choisit des thèmes. Alors le prochain thème par exemple, le dernier thème ça a été le travail, le prochain thème ça sera l'art et l'anarchie. Là on essaie de mettre en place une rubrique internationale qui va être beaucoup plus importante que ce qu'elle est maintenant. Et à ce propos, on cherche des plumes directement à l'international. C'est-à-dire que par exemple, comme Le Monde est libertaire en Syrie est distribué en Tunisie, en Belgique, en Suisse et en France, on aimerait bien que des Tunisiens, des Belges, des Suisses et tous les pays d'Amérique du Sud et tous les pays de l'Est, enfin, le monde entier puisse écrire dans le... Alors évidemment, si le monde entier écrit dans Le Monde libertaire, on va pouvoir faire passer tout, mais on aimerait bien que ça soit les gens, des activistes dans les mouvements anarchistes étrangers qui écrivent eux-mêmes leurs articles. Alors, Radio Libertaire, à la base, c'est une radio associative et c'est d'abord l'œuvre de la Fédération anarchiste, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a créée en 81. Il faut savoir qu'en 81, c'est une vague où c'était pas très compliqué de faire une radio pirate. On pouvait occuper les ondes, techniquement c'était très facile et Radio Libertaire a commencé comme ça, donc plus ou moins de manière officieuse, non déclarée. Et au fil des temps, elle est devenue légitime parce qu'il y a eu un gros combat dans les années 80 pour que les radios libres soient reconnues. Et Radio Libertaire a fait partie de ce combat. Et ça a été assez compliqué d'ailleurs pour pouvoir avoir notre fréquence. Il y a eu un gros combat. Au début, on a dû changer de fréquence. Il y a eu des descentes de flics, et de la casse, du vol. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Concrètement, au mois d'août, on a fait un projet. Le projet, c'était donc de rediffuser des archives des premières heures, des premiers mois, des premières années de la radio. Concrètement, on avait des super émissions avec Léo Campion, avec Maurice Joyeux, des gens voilà, connus dans le monde libertaire. Comme c'est quand même un média très proche de l'actualité, par exemple en ce moment, chaque animateur va beaucoup parler de la Tunisie, de la Turquie, de la Grèce. On a été invité quand même à soutenir le film de Yanis Luntas, Ne vivons plus comme des esclaves. Donc, Radio Libertaire essaye quand même d'être le plus présente des luttes sociales, quoi, finalement. Et voilà, c'est quelque chose qui tient extrêmement à cœur. J'étais à l'origine de Radio Libertaire avec quelques autres. Parce que ayant vécu le rôle des médias en 68, c'est-à-dire le rôle néfaste pour transformer la réalité, faire peur aux gens, etc., je m'étais dit, de toute façon les médias officiels, on n'arrivera jamais à faire passer quoi que ce soit, c'est trop au service de l'État, etc. Donc il faut qu'on ait nos moyens à nous. Quand le Radio Libertaire s'est monté en 1981, j'étais parmi ceux qui étaient un peu à l'origine avec d'autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 30 et quelques années après, ça marche. Et puis, Radio Libertaire, c'est quand même une centaine d'émissions, 200 animateurs. On peut imaginer, 150 invités par semaine. Pour moi, c'est important parce que le mouvement anarchiste ne s'adresse pas qu'aux anarchistes, il s'adresse vraiment à la population, en tout cas ceux qui veulent s'informer et puis agir. Et je pense que la radio, c'est un moyen assez extraordinaire. Avec ma compagne, on a une émission hebdomadaire qui s'appelle Trou Noir, qui sont montées depuis 5 ans et qui est multithématique, c'est-à-dire
un peu tous les domaines ils intéressent. Alors ça passe par les peuples sans État, amérindiens ou autres, les luttes paysannes, les alternatives paysannes, le mouvement anarchiste, les alternatives, etc. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on invite, à chaque fois on a des invités et qui ne sont pas forcément anarchistes, mais qui font des choses intéressantes. Et c'est une émission de 2 heures, donc ils ont le temps d'expliquer ce qu'ils font dans leur domaine. Enfin bon, pour moi c'est assez enrichissant parce que ça me fait connaître beaucoup de gens, puis pour eux c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de radios qui ont la possibilité d'avoir ça, quoi. Il y a eu un bug avec le déco, on va voir ces bouquins là-bas. Donc on les a mis là et c'est l'intégralité pour la caisse. Nous on t'a fait un papier à part. Marie-Claire Calais. Si c'est possible, passer la parole. Moi je voudrais dire 4 mots. Attends, toi tu vas parler à 2 heures sur la terrasse, alors tu fais comme tout le monde, tu attends ton tour. Hein, on va y faire la révolution à lui tout seul, lui. Hein, c'est l'anarchie, ouais, c'est l'anarchie, c'est bien. Ouais. C'est un bouquin. Oui, t'as raison, Lucio. Faut gueuler. Faut se faire entendre. Depuis 2 ans maintenant, j'ai le mandat pour les fédérations anarchistes pour les relations internationales. Donc je m'occupe de développer, de maintenir, de renforcer les relations qu'on peut avoir avec des organisations étrangères. Alors comme on fait partie de l'international des fédérations anarchistes, qui comprend l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a aussi Slovénie, Biélorussie, peut-être j'en oublie, mais on cherche justement à développer l'international aussi des fédérations anarchistes. Et par ailleurs, on a aussi des organisations amies. Donc il y a aussi la Fédération libertaire argentine, qui fait partie de l'IFA. Il y a aussi des groupes avec qui on est en contact en Amérique du Sud, comme Biblioteca Terra Libre à São Paulo, Grupo de Nilo Gomes Rojas au Chili. J'ai écrit un livre il y a longtemps maintenant, à la fin des années 80, sur Bakounine. En fait, ce qui a été publié par les éditions du Monde Libertaire, c'est le tiers du travail total que j'avais fait. J'avais fait un travail plus important en 3 parties. Les sources philosophiques de la pensée de Bakounine, ça ne s'est pas paru. La politique de Bakounine, c'est la partie qui est parue. Et je voulais faire une partie sur la sociologie de Bakounine, la théorie de l'histoire, tout ça. Enfin, et ça, c'est pas paru non plus. Mais bon, à cause du bicentenaire de la naissance de Bakounine, en 1814, en mai 1814, et je crois que c'était au mois de mai, il y a plusieurs projets. Il y en a un qui est piloté par les éditions du Monde Libertaire, et c'est Philippe Pelletier qui est en charge de coordonner. C'est un ouvrage collectif avec des interventions de Pelletier, de Gaetano Manfredonia, de Jean-Christophe Angot peut-être, qui a été contacté, et moi. Et j'ai traduit de l'italien un texte très intéressant de Maurizio Antonioli qui concerne en gros l'héritage de Bakounine dans les années au début du 19e siècle, ce qui en reste, et les rapports entre ceux qui se réclament du Bakounine syndicaliste et ceux qui se réclament du Bakounine plutôt spécifique, Et c'est extrêmement intéressant. Pour deviner le sort qui m'est promis, s'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. La Conquête du Pain, c'est une boulangerie autogérée qui est à Montreuil, dont moi je fais partie, et qui existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans, et qui mène diverses activités dans le coin, Il y a aussi ensuite, c'est aussi une boulangerie qui fonctionne de façon autogestionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef chez nous, il n'y a pas d'échelle de salaire, on peut se payer pareil, et les décisions sont prises en assemblée générale toutes les 2 semaines. Et c'est aussi un truc qui essaye de mettre en place un travail local et social, où on fait des tarifs dégressifs pour les gens qui ont des difficultés financières, où on offre du pain à des luttes, à des gens qui font la soupe populaire, à tout un tas de collectifs,
où on est présent dans plein de débats, on organise un repas de quartier dans la cité en bas de chez nous, on forme des apprentis et des stagiaires. Bref, on essaie d'avoir un vrai travail local aussi via cet outil-là qui est une boulangerie. Je sais, ça c'est difficile à dire parce que c'est encore un projet qui est très jeune. Ce qu'on sait, c'est que c'est énormément diffusé, qu'on en a beaucoup parlé. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui m'en parlent de la conquête du pain, qui savent même pas que j'en fais partie et qui n'y ont jamais été en fait. Donc ça a eu énormément d'impact. Maintenant, quel est vraiment l'impact et qu'est-ce qui va en rester une fois que l'engouement sera retombé, je sais pas. Parce que la boulangerie, il est probable qu'un jour ou l'autre elle fermera parce que comme tous les projets, à un moment on en aura marre ou on sera trop fatigué ou que l'équipe se délitera doucement. Et à partir de là, la question c'est qu'est-ce qu'on va réussir à créer comme structure pérenne et comme truc qui va rester dans le mouvement libertaire. Les gens, l'impact de la boulangerie il vient d'abord parce que la boulangerie elle est bonne et que le pain il est bon. Si tu veux, les gens ils viennent pas parce qu'elle est autogérée, ça ils s'en foutent, elles viennent parce qu'on fait du pain qui est bon et qu'on fait le meilleur pain du coin. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de succès. Derrière, ça fait que le fait qu'on fasse à la fois de la bonne qualité avec un projet qui se revendique rigoureusement anarchiste alors que les anarchistes sont parfois assimilés soit à des vieux à barbe gros qui font les cons derrière des caméras, soit à des gens cagoulés qui sont complètement nihilistes. Le fait que nous on ait réussi à monter ce projet là où à la fois on a une revendication anarchiste qui est clairement une revendication qui est un truc qui est ouvertement affirmé et à la fois un projet qui fait un produit d'extrêmement bonne qualité et de deux à des prix abordables, c'est sûr que forcément les gens ils en parlent, tu vois, mais quand ils se sont posés des questions. Et puis après, ça va pas beaucoup plus loin. On est aussi quelque part, si les grands médias parlent de nous, c'est parce qu'on a la caution morale du capitalisme, tu vois. Mais non, il y a des gens gentils aussi, et c'est nous. On n'est pas non plus, on est une boulangerie de 8 personnes qui a eu beaucoup d'emmerdes, qui a 2 apprentis, on fait certes plein de trucs, mais à côté de ça, le capitalisme, on ne le met pas en danger. Au contraire, je pense même qu'il y a toute une partie des gens qui nous connaissent dans les coopératives qui sont très contents qu'on existe parce que ça prouve qu'on accepte la pluralité du débat. Je connais le CIRA depuis 1973. Il a été créé en 1965 à Marseille. Je suis membre depuis, on va dire, au début des années 80 par là. Je ne me rappelle plus exactement. Actuellement, et depuis l'origine d'ailleurs, c'est un centre de documentation dont le but est de rassembler des archives, livres, brochures, revues, journaux, affiches, tracts, et tout ce qui concerne l'anarchisme, pour les classer, les répertorier et les mettre à disposition des gens qui sont intéressés. Pour les livres, il y a une bibliothèque, qui est aussi une bibliothèque de prêt. Pas tous, il y en a 10% qui ne sont pas prêtés parce qu'ils sont plutôt rares et on ne veut pas qu'ils disparaissent. Et par contre, le reste, c'est à consulter sur place. Pour les chercheurs, les étudiants, les curieux, etc. Ah ben, il y a eu beaucoup de gens, il y en a de plus en plus d'ailleurs qui passent. Ce qu'on peut regretter, c'est que la plupart des recherches en cours sont centrées uniquement sur l'Espagne. Je regrette que d'autres thèmes ne soient pas étudiés, notamment la commune, notamment l'Italie, notamment le mouvement anarchiste qui est appuyé par ailleurs, en Amérique latine, en Allemagne, en Angleterre. Ils sont très très peu étudiés. Pas sur 100 et pourtant ils existent et s'il faut commencer. Ne vivons plus comme des esclaves, c'est d'abord une devise. La devise principale du peuple grec en résistance face à une dérive autoritaire et antisociale qui frappe toute la population et qui la met dans une misère particulièrement violente. Et aussi qu'il a la place en situation d'asservissement, d'esclavage sur le plan politique, encore plus que la démocratie représentative et le piège qu'elle représente avec tout ce qu'on connaît, le spectacle, les élections qui ne sont que des alternances entre des partis politiques qui ont à peu près la même politique. Donc cette devise « Ne vivons plus comme des esclaves », qui se dit en grec « Naminze sume sandouli », a été écrite sur des murs, a été formulée dans des poèmes, dans des tracts, etc. Et c'est pour ça que, la trouvant très intéressante, on en a fait un film, donc du même nom, et même une chanson. C'est ce film qui circule actuellement
en France, en Grèce aussi, et qui est actuellement traduit en espagnol, en anglais, en portugais, en allemand et dans d'autres langues, et qui va bientôt venir dans d'autres régions du globe en gratuit, puisqu'on a souhaité faire ce film gratuitement. Il y a des gens qui en France ont participé au budget du film en donnant un petit peu d'argent, en souscrivant, de façon à le soutenir. Et c'est une action bénévole et militante que de faire savoir ce qui se passe en Grèce et surtout pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi en fait il y a de l'espoir dans la résistance, dans les alternatives. Les gens profitent quelque part de la crise pour remettre en question leur mode de vie, leur mode de pensée, leur mode d'action. Et par rapport à ce qui se passe maintenant en Grèce, c'est pas seulement la crise économique et financière qu'ils veulent montrer, c'est la crise du système politique. C'est la rupture avec toutes sortes de liens sociaux qui existaient de toujours. Et on pense, comme mouvement anti-autoritaire, que ce qu'on pensait auparavant aussi, que c'est le moment de faire l'utopie efficace. Ça veut dire l'autogestion et l'autodirection de nos vies avec de la diffusion de ces idées, la multiplication de ces idées partout, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans toute la planète. Ça sera notre réponse en termes de solidarité et afin de pouvoir avoir l'horizon le plus clair, l'horizon qu'on voudrait avoir. Βιώνουμε τώρα στην Ελλάδα, αυτό που ζούμε τώρα στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα ένα δράμα και μια ευκαιρία. Από τη μία οι επιπτώσεις της οικονομικής αλλά και της ας πούμε νοηματικής κρίσης που ζούμε έχουν φέρει τον πληθυσμό στο να ζει σε μια άσχημη κατάσταση και οικονομικά αλλά και σαν έλλειψη νοήματος. Από την άλλη όμως είναι και μια ευκαιρία στο να δημιουργηθεί ένα νέο φαντασιακό για το πώς αφενός θα μπορέσει αυτός ο κόσμος να ζήσει με άλλο τρόπο όσον αφορά την καθημερινότητά του και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό τοπίο όπου θα μπορέσει ο καθένας να αποφασίζει για τη ζωή του μέσα από την οργάνωση στην αλληλεγγύη. Έτσι η κρίση στην Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί από τη μία μεριά ως ακραίες ιδεολογίες εκτός του δικού μας παραδείγματος, συντηρητικές, παλιές, όπως ας πούμε η άνοδος των νεοναζί κτλ. Από την άλλη όμως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας λόγω της κρίσης έχει περάσει σε μια νέα δημιουργικότητα, δημιουργώντας δομές στη βάση της κοινωνίας βασισμένες σε όλα αυτά που προείπα, όπως αλληλεγγύη, συντροφικότητα, άμεση δημοκρατία. Έτσι έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκατοντάδες συνελεύσεις γειτονιών, εγχειρήματα οριζόντιου εμπορίου και άμεσης δημοκρατίας. Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα δομών αλληλεγγύης. Ένα δίκτυο εγχειρημάτων το οποίο μπορεί να γίνει ο καθρέφτης της αυριανής κοινωνίας που θέλουμε. Ne pas en fiche une seconde, c'est le vrai secret du bonheur. Partout, si l'on emploie l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer l'espoir. À nous la liberté. Il ne faut pas penser au mariage quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde, les flammes se sont tournées. Quand nous verrons le bout du monde, il sera temps de s'arrêter. Partout, si l'on emploie l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer l'espoir. À nous la liberté.